Ma fiancée s'est servie de moi pour l'argent, le statut, puis m'a largué pour un banquier fortuné, alors j'ai disparu. C'est à ce moment-là que son image parfaite s'est effondrée devant tout le monde. Je suis un homme de 31 ans, ingénieur en mécanique dans une entreprise aérospatiale à Toulouse. Je suis un type plutôt moyen, légèrement en surpoids, essayant de régler ça, avec une calvitie naissante que j'apprends à accepter, et je suis certainement plus à l'aise pour parler de résistance à l'attraction que de tendance de la mode. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne en Auvergne. J'ai financé mes études grâce à des bourses et des petits boulots, et j'ai décroché un poste décent juste après l'école. Puis j'ai rencontré Sophie. Elle avait 28 ans, était cadre marketing dans une firme prestigieuse et était bien au-dessus de mon niveau en termes de beauté. Nous nous sommes rencontrés à la fête d'anniversaire de mon ami Julien il y a 3 ans. Elle était la plus de sa collègue, et je n'ai toujours aucune idée de pourquoi elle m'a donné son numéro ce soir-là. Les femmes comme elle, qui ont l'air de sortir d'une couverture de magazine, ne se mettent généralement pas avec des gars comme moi. Mais nous avons eu le feeling, du moins, je le pensais. La première année a été incroyable. Elle était amusante, aventureuse et semblait sincèrement intéressée par mon travail. Même si l'ingénierie aérospatiale n'est pas exactement une conversation passionnante au dîner, elle posait des questions sur mes projets, m'envoyait des messages de soutien lors de grandes présentations, et portait même ce t-shirt CNES un peu ringard que je lui avais acheté pour dormir parfois. En y repensant, il y avait des signaux d'alarme dès le début, mais l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? Elle faisait des petites remarques sur mon potentiel, sur la façon dont je pourrais certainement devenir ingénieur principal si je travaillais plus, ou sur la façon dont je devrais mieux m'habiller pour les réunions clients afin d'être remarqué par la direction. À l'époque, je pensais qu'elle me soutenait. Maintenant, je réalise qu'elle essayait de me façonner en quelque chose que je n'étais pas. Environ 1 an après, les choses ont commencé à changer. Ses suggestions sont devenues des critiques. Mon appartement était soudainement trop petit pour un professionnel établi. Ma Peugeot 208 parfaitement fonctionnelle était embarrassante à côté de sa BMW série 3. Mes amis me retenaient parce qu'ils n'étaient pas assez ambitieux. Mon frère, Marc, qui travaille dans la construction et qui est mon meilleur ami depuis l'enfance, a été progressivement exclu de nos événements sociaux parce qu'il était trop ouvrier ou pour son cercle. Mais j'étais amoureux, alors j'ai commencé à changer. J'ai acheté des vêtements plus chics, je suis allé à ses soirées de travail prétentieuses, et j'ai ri à des blagues pas drôles de son patron. J'ai moins vu mon frère. J'ai même refusé une opportunité de promotion à Lyon parce qu'elle insistait pour que nous restions à Toulouse près de sa famille et de ses relations sociales. Quand j'ai proposé après 2 ans, elle a pleuré et a dit oui. Puis elle a immédiatement commencé à planifier un mariage qui coûterait plus que mon salaire annuel. C'est un investissement dans notre capital social, disait-elle chaque fois que j'évoquais le budget. Ces connexions seront rentables pour nous deux. Alors, j'ai ouvert un compte d'épargne spécial et j'ai commencé à mettre de côté une partie de mes primes et de mes heures supplémentaires. Finalement, j'avais 20 000 € mis de côté juste pour les arts du mariage. Sophie n'a jamais contribué un sou, prétendant qu'elle économisait pour notre avenir d'autres manières. Je ne remettais pas en question parce que, eh bien, j'étais un idiot. 6 mois avant le mariage, elle a commencé à faire pression pour que nous achetions une maison. Pas n'importe quelle maison, mais un townhouse de 700 000 € dans le quartier le plus cher de Balma où vivaient tous ses amis cadres. Mike, nous devons avoir une maison dans ce quartier si nous voulons être pris au sérieux, a-t-elle insisté, ignorant complètement que les paiements hypothécaires étireraient mes finances jusqu'à la limite. Mais encore une fois, j'ai accepté. L'amour rend idiot. Nous avons signé des documents hypothécaires préliminaires avec moi comme emprunteur principal puisque ma cote de crédit était meilleure. Elle planifiait déjà les rénovations et avait créé plusieurs tableaux Pinterest pour chaque pièce. Elle avait même dit à ses parents qu'ils auraient une suite d'invités dédiés avec une salle de bain privée pour leur visite de Bordeaux. Tout était prêt. Le mariage était dans 4 mois. La clôture de la maison était prévue pour 1 mois plus tard. J'étais stressé par l'argent, mais je me disais que nous y arriverions d'une manière ou d'une autre. Je me souviens m'être assis un soir avec une feuille de calcul pour essayer de comprendre comment je pouvais éventuellement me permettre les paiements hypothécaires, les dépenses du mariage, et avoir encore assez pour les nécessités de base. Les calculs ne fonctionnaient tout simplement pas. Nos revenus combinés auraient dû être suffisants. Mais Sophie était catégorique sur le maintien de nos finances séparées jusqu'après le mariage. C'est juste plus clair comme ça, disait-elle. Mais curieusement, toutes les dépenses importantes tombaient de mon côté du grand livre. Ce soir-là,
j'ai essayé d'avoir une conversation sérieuse sur les finances. Je lui ai montré ma feuille de calcul, j'ai expliqué mes préoccupations et j'ai suggéré que nous devions peut-être envisager un quartier plus abordable. Elle m'a regardé comme si j'avais suggéré que nous vivions dans une boîte en carton. Mike, veux-tu que nous réussissions ou non? Ce quartier n'est pas seulement une maison. Il s'agit de connexions, d'opportunités, d'être entouré de personnes qui élèveront nos carrières. Mais nous ne pouvons pas nous le permettre, ai-je insisté. À moins que tu ne prévoies de contribuer de manière significative à l'hypothèque. Elle a soupiré dramatiquement. Je t'ai dit que je m'occupais des fournisseurs du mariage et de la planification de la lune de miel. De plus, après notre mariage, je serai éligible à une promotion majeure qui doublera mon salaire. Nous devons juste présenter la bonne image jusqu'à alors. Cette promotion était nouvelle pour moi, mais elle m'a donné de l'espoir. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que cette contrainte financière à court terme paierait à long terme. Alors, j'ai ignoré le nœud dans mon estomac et j'ai accepté de poursuivre les plans de la maison. Nous avons passé les week-ends suivants à visiter des maisons ouvertes, à rencontrer des décorateurs d'intérieur parce qu'apparemment nos meubles n'étaient pas assez bien pour le nouvel endroit, et à assister à des dîners avec ses amis du quartier. Je me sentais de plus en plus déplacé, mais Sophie semblait s'y épanouir. Elle m'avait présenté comme mon fiancé, l'ingénieur aérospatial, comme si j'étais une sorte de symbole de statut plutôt qu'une personne. Puis est arrivé le message qui a tout changé. Je me souviens du moment exact où toute ma vie a basculé. Je faisais la queue chez Monoprix avec un panier rempli d'articles aléatoires. Des croissants surgelés, des sacs poubelles parfumés fantaisie, et quelques boissons énergisantes pour me tenir pendant une grosse échéance de projet. Mon téléphone a vibré et j'ai vu le nom de Sophie apparaître. Je n'y ai pas pensé du tout au début, pensant que c'était à propos de plans de dîner ou d'un autre drame de salle de mariage qui avait consommé nos conversations récemment. Au lieu de cela, j'ai reçu 8 mots qui m'ont semblé un coup de poignard dans le cœur. Mariage annulé. Attendez-vous à un appel de mon avocat. C'était tout. Aucune explication, aucune émotion, même pas une ponctuation correcte à part ce point froid à la fin, comme si j'étais juste une transaction commerciale qu'elle avait décidé ne valait pas son temps. Je suis resté figé comme un idiot. La caissière a dû me dire 2 fois que c'était mon tour. Je me souviens avoir payé mécaniquement mes articles, avoir conduit à la maison en silence complet, puis m'être assis dans le parking de mon appartement pendant environ 15 minutes avant même de pouvoir me résoudre à entrer. Le plus étrange, je ne pleurais pas et je ne criais pas. J'étais juste silencieux. La seule chose que j'ai renvoyée par SMS était, comme vous voudrez, une référence à la princesse mariée qu'elle n'a probablement même pas comprise. Je savais ce que ce message signifiait vraiment, cependant. Ce n'était pas seulement annuler notre mariage. C'était elle qui disait, ne me contactez pas. Mon avocat s'occupera de tout. J'étais jeté comme des ordures d'hier. Et elle pensait tenir toutes les cartes. Mais elle a oublié quelque chose d'assez important. Alors que j'étais assis là sur mon canapé, fixant son message, quelque chose a fait-il dans mon cerveau. L'hypothèque, le fonds de mariage, les comptes conjoints que nous venions de commencer à mettre en place. Tout était encore en cours. Rien n'était finalisé. Alors, j'ai pris une décision. Avant même d'enlever mon code, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté au portail hypothécaire de Crédit Agricole, et j'ai retiré ma demande. Il a fallu exactement 3 clics, et juste comme ça, ces rêves du townhouse parfait de Balma se sont effondrés. Les gens pensent probablement que c'était mesquin. Peut-être que oui. Mais après 3 ans à m'effacer lentement pour devenir ce qu'elle voulait, après tous les sacrifices que j'avais faits, ce n'était pas juste une question d'être mesquin. C'était une question de garder une partie de ma dignité intacte. Pourtant, je n'étais pas préparé à ce qui allait se passer ensuite. Les quelques heures suivantes ont été surréalistes. Je m'attendais à ce que mon téléphone explose d'appels et de messages de Sophie demandant une explication, mais il n'y avait rien. Le silence était en quelque sorte pire que n'importe quelle confrontation en colère n'aurait pu l'être. Il a confirmé ce que je commençais à soupçonner. J'avais servi à quelque chose, et maintenant j'étais jetable. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mon esprit tournait sans cesse, rejouant chaque moment de notre relation, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. Était-ce quelque chose que j'avais dit, quelque chose que j'avais fait? Avait-elle tout planifié depuis le début? Les questions s'accumulaient sans réponse en vue. Le lendemain matin, je me suis forcé à aller travailler malgré mon état de zombie.
Mon chef d'équipe m'a jeté un coup d'œil et m'a demandé si j'étais malade. J'ai hésité, puis j'ai juste dit, Sophie a rompu avec moi. J'ai annulé le mariage. La sympathie dans ses yeux m'a presque brisé. Prends la semaine de congé, a-t-il dit doucement. Ce projet sera toujours là quand tu reviendras. J'ai hoché la tête avec gratitude et je suis rentré chez moi, m'arrêtant à une épicerie pour acheter de la nourriture réconfortante. C'est là que je l'ai vu. Un magazine de mariage avec une couverture présentant un mannequin portant la robe exacte que Sophie avait choisie. Je me suis tenu là dans la file d'attente, le fixant, ressentant ce décalage étrange. Juste hier, j'allais épouser cette femme. Aujourd'hui, elle était une étrangère qui avait décimé ma vie par SMS. De retour dans mon appartement, j'ai commencé à rassembler les affaires de Sophie, les vêtements qu'elle gardait chez moi, ses articles de toilette, quelques livres. Ce n'était pas grand-chose étant donné que nous étions ensemble depuis 3 ans. Il m'a frappé alors à quel point elle avait peu investi d'elle-même dans notre relation. Même sa présence dans ma maison était minime, insistant toujours pour que nous passions du temps chez elle parce que c'était mieux. Un autre signal d'alarme que j'avais manqué. J'ai emballé soigneusement le tout dans des boîtes, étiqueté l'affaire de Sophie, et je l'ai mis près de la porte. Puis j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des mois. J'ai appelé mon frère Marc. Notre conversation a été brève mais guérisseuse. Il n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Même s'il ne s'était jamais entièrement fié à Sophie, il a juste dit « je viens et j'apporte de la pizza ». Ce soir-là, en rattrapant le temps perdu avec mon frère, j'ai ressenti un étrange mélange de dévastation et de soulagement. La dévastation était évidente. Mon avenir venait d'imploser. Mais le soulagement a pris plus de temps à comprendre. C'était comme si j'avais retenu mon souffle pendant 3 ans, me contorsionnant pour correspondre à la vision de Sophie, et maintenant je pouvais enfin expirer. Moins de 48 heures après avoir reçu ce message, je suis assis sur mon canapé en mangeant ces mêmes croissants surgelés que j'avais achetés au magasin quand mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller en messagerie vocale parce que je ne veux pas gérer ce stress en ce moment. 1 minute plus tard, ce message apparaît. Bonjour, ici Rebecca Goldstein, avocate de Sophie Dubois. Nous demandons un rappel urgent concernant le retrait de votre hypothèque, car cette action pourrait constituer une rupture de contrat ou une interférence financière. Veuillez nous contacter immédiatement. J'ai prescrit à la partie demande urgent. Soudain, son avocat n'était plus si froid et clinique. Drôle comme ça marche quand on touche les gens au portefeuille. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai juste attendu. Et bien sûr, d'autres appels ont suivi. Des emails aussi. Tous avec une desperation croissante. Il ne s'attendait pas à ce que je riposte. Sophie, dans sa manière habituelle, a dû supposer que je serais complètement détruit, peut-être même qu'elle me supplierait de reconsidérer. Mais je ne l'étais pas. J'avais juste terminé. Le lendemain, j'ai reçu un appel de notre ami commun, Julien. Il avait l'air super mal à l'aise. Salut, mec, tu as vraiment annulé le projet immobilier? Ouais, ai-je dit. D'accord, parce que Sophie panique. Apparemment, elle avait déjà commandé environ 15 000 € de meubles sur mesure et avait dit à tous ses amis au travail qu'ils devraient commencer à chercher des endroits dans le même quartier. J'ai failli dire pas mon problème, mais j'ai mordu ma langue. Je ne voulais pas avoir l'air cruel, même si honnêtement j'aurais pu. Julien a hésité avant d'ajouter, elle a dit que tu étais vindicatif, que tu faisais ça pour la punir. Elle a même eu l'audace de dire à tout le monde au bureau hier que je l'abusais financièrement en annulant l'hypothèque. Cela m'a fait rire. L'abuser financièrement. La femme qui n'a jamais contribué un sou à notre future maison ou à notre mariage. La femme qui vient d'essayer de me larguer par SMS après 3 ans ensemble. Julien, j'ai dit qu'elle peut dire ce qu'elle veut. Je n'achète pas une maison avec quelqu'un qui rompt avec moi par message texte. Il y a eu une longue pause avant que Julien ne dise quelque chose qui m'a vraiment touché. Ouais, c'est juste. Mais juste pour que tu saches, elle raconte des histoires différentes aux gens sur la raison pour laquelle vous avez rompu. Pour certaines personnes, elle dit que c'était mutuel. Pour d'autres, elle laisse entendre qu'il y avait des problèmes dont elle ne pouvait pas parler. C'est bizarre, mec. Après avoir raccroché, je suis resté là à penser à ces problèmes qu'elle laissait entendre. Que essayait-elle d'impliquer? Que j'étais violent, infidèle. Le fait qu'elle racontait des histoires différentes à des personnes différentes lui montrait qu'elle était en mode gestion de crise.
Mais pourquoi gérer la crise si c'était sa décision? Quelque chose n'allait pas. Les jours suivants ont été un étrange mélange d'engourdissement émotionnel et de moments de clarté saisissante. Je me suis surpris à me souvenir de conversations avec Sophie qui semblaient anodines à l'époque, mais qui prenaient maintenant une aura sinistre, comme la fois où elle a mentionné négligemment que son ex lui avait été financièrement généreux et à quel point elle en attendait plus de lui. Ou la façon dont elle réagissait avec une déception à peine dissimulée chaque fois que j'avais mentionné épargner pour la retraite au lieu de dépenser pour des articles de luxe. J'ai commencé à parcourir de vieilles photos sur mon téléphone, des photos de nous ensemble lors de divers événements. C'était comme regarder des étrangers. Sur presque chaque photo, Sophie était parfaitement posée, consciente de l'appareil photo, tandis que je semblais légèrement mal à l'aise, comme si j'essayais trop fort de m'intégrer dans son monde. Quand étais-je devenu si déconnecté de moi-même? La réalité financière a également frappé fort. J'ai consulté mes comptes bancaires, additionnant combien j'avais dépensé pour notre relation au cours des 3 dernières années. Le total était stupéfiant. Près de 55 000 € pour des voyages qu'elle avait insisté pour que nous fassions. Des restaurants où l'addition tombait mystérieusement devant moi. Des cadeaux pour ses étapes professionnelles et bien sur le fond de mariage. Pendant ce temps, ses contributions avaient été minimes. Parfois, elle cuisinait le dîner ou m'achetait des cadeaux d'anniversaire qui étaient sympas mais loin d'être équivalents à ce que j'avais dépensé. Ce n'était pas seulement l'argent, cependant. C'était le déséquilibre, le prendre avec très peu de données. J'avais été tellement aveuglé par ce que je pensais être l'amour que je n'avais pas remarqué à quel point notre relation était devenue unilatérale. Une semaine après le message de rupture, j'ai finalement réussi à annuler les fournisseurs du mariage. Chaque appel était douloureux à sa manière, expliquant que le mariage était annulé sans entrer dans les détails. La plupart ont été compréhensifs, bien que j'ai perdu quelques arts. Un fournisseur, une petite boulangerie familiale qui allait faire notre gâteau, m'a particulièrement touché. La propriétaire, une femme plus âgée qui semblait sincèrement excitée par notre design, avait l'air si déçue. Vous sembliez si amoureux quand vous êtes venu pour la dégustation, a-t-elle dit doucement. Je pensais que nous l'étions, était tout ce que j'ai pu répondre. Après avoir annulé le dernier fournisseur, je me suis servi une tasse de café et je me suis assis sur mon balcon, regardant la pluie de Toulouse. Pour la première fois depuis le message, j'ai senti des larmes monter. Pas pour Sophie, mais pour l'avenir que je pensais avoir. La vie que j'avais planifiée et perdue. La personne en laquelle je m'étais transformé. Mais sous le chagrin, quelque chose d'autre remuait. Une détermination tranquille. Une prise de conscience que j'avais eu une chance de me retrouver avant de faire ce qui aurait été la plus grosse erreur de ma vie. Aussi douloureux que cela ait été, c'était peut-être aussi un cadeau. C'est alors que mon téléphone s'est allumé avec une autre notification. Un email du courtier hypothécaire confirmant le retrait de ma demande. La ligne d'objet indiquait « Demande terminée ». Option future disponible. Cela semblait étrangement prophétique. Ce que Sophie ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que j'avais commencé à remarquer des choses étranges dans les semaines précédant son message. Il y avait des signes en y repensant. Des courriels tardifs au travail qu'elle cachait son écran pour. Des dîners clients inexpliqués qui semblaient s'éterniser de manière suspecte. La façon dont elle verrouillait immédiatement son téléphone quand j'entrais dans la pièce. J'avais remarqué tout ça. Je ne voulais tout simplement pas croire ce que cela pouvait signifier. Mais maintenant, avec tout qui s'effondrait, j'avais l'impression de voir enfin clairement. Alors, au lieu de répondre à son avocat ou d'essayer de sauver quoi que ce soit, je suis resté silencieux. Je les ai laissés paniquer. Les laisser se demander quelle serait ma prochaine étape. Et dans ce silence, la vérité a commencé à remonter à la surface. 3 jours après le message, il y a eu un coup à la porte de mon appartement vers 20 h. Je n'attendais personne. C'était son père, Monsieur Dubois. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à un dîner un mois plus tôt, où il avait prononcé un discours émouvant sur la fierté qu'il avait de m'accueillir dans leur famille. Maintenant, il avait juste l'air fatigué et embarrassé. Il n'a même pas dit bonjour avant de lancer, que se passe-t-il avec la maison? J'ai croisé les bras et j'ai dit, je n'achète pas une maison avec quelqu'un qui me dit que c'est fini par SMS et qui envoie son avocat me parler. Êtes-vous ici en tant que sa représentante? Ses yeux ont baissé. Non, je suis ici parce qu'elle ne nous dit rien clairement. Une minute, elle dit que le mariage est annulé. La suivante,
Elle crie à propos des factures de meubles et des relevés de crédit et comment elle sera humiliée devant tous ses collègues chez Marketing Solutions. Pendant un instant, j'ai envisagé de tout lui dire, tous mes soupçons, tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit qu'elle avait rompu. Je respectais qu'elle puisse assumer les conséquences de ses actes pour une fois dans sa vie. Il a hoché lentement la tête, puis a murmuré quelque chose comme « Je lui ai dit de ne pas faire ça », et s'en est allé. Je l'ai regardé partir, et un étrange calme s'est installé en moi, mais la vraie bombe était sur le point de tomber. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon frère, Marc. Nous étions toujours proches en grandissant, mais Sophie avait réussi à creuser un fossé entre nous au cours de la dernière année avec ses commentaires selon lesquels il était trop ouvrier et ne correspondait pas à notre nouveau cercle social. Je ne lui avais pas parlé depuis presque un mois. « Salut frangin », a-t-il dit, hésitant. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec Sophie par Julien. Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire et que j'aurais probablement dû dire il y a des mois. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Quoi donc? Il y a eu une longue pause. Tu te souviens de ce chantier de rénovation que je faisais dans ce complexe d'appartements chics du centre-ville, Les Jardins d'Élysée? Eh bien, j'ai vu Sophie là-bas avec un gars. Ils allaient dans son appartement ensemble, l'air très intime. Je ne savais pas quoi penser. Peut-être que c'était un truc de travail, mais la façon dont ils se touchaient. J'ai pris une photo juste au cas où, mais je n'étais pas sûr de devoir te le dire. Je ne voulais pas tout gâcher si je me trompais. Il m'a envoyé la photo par SMS pendant que nous étions encore au téléphone. C'était définitivement Sophie portant une robe que je n'avais jamais vue avec un grand type aux cheveux parfaits et un costume cher. Sa main était sur le bas de son dos d'une manière qui n'était pas juste amicale. L'horodatage montrait que c'était il y a 2 mois. Le gars s'appelle Antoine, a dit Marc. J'ai posé des questions au gars de la maintenance de l'immeuble. C'est un banquier d'investissement super chaud. Il conduit une Aston Martin, un vrai type prétentieux qui se vante de sa collection de montres. Antoine. Le nom a immédiatement résonné. Elle l'avait mentionné quelques fois. Toujours comme un simple client de sa société de marketing. Elle disait qu'il était difficile mais important. Je suppose qu'il était important. D'accord. Après avoir raccroché, je suis passé en mode enquête complète. J'ai consulté son Instagram. La plupart de ses publications étaient soudainement privées. Premier signal d'alarme, mais je pouvais toujours voir ses photos taguées. Il y en avait une d'un gala de charité il y a 3 semaines. Le même week-end, elle prétendait être à une retraite entre filles dans un spa. Elle n'était pas sur la photo, mais ce gars Antoine y était, et on pouvait juste voir son bras et une partie de sa robe dans le coin, la même robe que sur la photo de Marc. J'ai continué à fouiller. J'ai vérifié notre compte photo cloud partagé que nous avions créé pour la planification du mariage. Dans le dossier récemment supprimé, j'ai trouvé plusieurs selfies d'elle que je n'avais jamais vues auparavant, clairement pris dans un appartement qui n'était pas le mien. Un endroit chic avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur la tour Eiffel. Exactement le genre d'endroit qu'un banquier super chaud aurait. Les pièces commençaient à s'assembler. Les plaintes soudaines concernant mon salaire. Les comparaisons constantes avec les maris de ses amis qui allaient vraiment de l'avant. La pression croissante pour déménager dans un quartier cher que nous ne pouvions pas nous permettre. Les remarques sur la façon dont je devrais mieux m'habiller et développer mon réseau. Elle ne me trompait pas, elle me remplaçait. Et j'étais le tremplin dont elle n'avait plus besoin. J'ai pris une journée pour digérer tout cela, pour laisser la colère et la douleur passer dans mon système. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis près d'1 an. J'ai appelé mon vieil ami de collège, Théo, qui m'offrait un emploi dans son cabinet d'ingénierie à Grenoble. Un emploi que j'avais refusé parce que Sophie insistait pour que nous établissions des racines à Toulouse. Et, étranger, a-t-il dit quand il a répondu. À quoi dois-je ce plaisir? Comment se porte cette offre d'emploi? J'ai demandé. Il y a eu une pause. Puis il a ri. Tu as enfin largué la princesse. L'offre est toujours ouverte, mec. 90 000 € plus réinstallation. Quand peux-tu commencer? Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Que dirais-tu du mois prochain? La conversation avec Théo a été comme une bouée de sauvetage dans une mer agitée. Il n'a pas insisté pour avoir des détails sur la rupture. Au lieu de cela, il s'est lancé dans des descriptions enthousiastes des projets sur lesquels je travaillerai, de l'équipe à laquelle je rejoindrai,
et des incroyables sentiers de randonnée à seulement 1 heure de Grenoble. C'était exactement ce dont j'avais besoin, un aperçu d'un avenir qui n'avait rien à voir avec Sophie, ou la vie que j'essayais de construire avec elle. Après avoir raccroché, je me suis senti énergisé pour la première fois depuis des jours. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à faire des listes, des choses que je devais faire pour quitter Toulouse, des articles à emballer ou à vendre, des personnes à contacter. C'était agréable d'avancer, d'avoir un plan concret qui était entièrement le mien. Ce soir-là, je me suis permis de vraiment réfléchir aux implications de ce que j'avais découvert. Sophie ne me trompait pas seulement. Elle construisait méthodiquement un plan de secours, une meilleure option à ses yeux, tout en me poussant à investir dans un engagement financier qui m'aurait mis à genoux si elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Le côté calculé de la chose était ce qui faisait le plus mal. Je me demandais combien de temps elle sortait avec ce gars Antoine, si elle était avec lui avant d'accepter ma demande en mariage. Notre fiançailles entière avait-elle été une farce, un arrangement commode jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente? Ces questions me retournaient l'estomac. Le sommeil m'a échappé cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à parcourir notre historique de textos, à la recherche d'indices. Ils étaient là, éparpillés dans des messages apparemment innocents, des mentions de réunions tardives qui coïncidaient avec des dates sur ses publications Instagram lors d'événements auxquels je n'étais pas invité. Des annulations de nos projets à la dernière minute pour des urgences professionnelles, et des plaintes de plus en plus fréquentes sur mes choix de vie, mes décisions financières, même mes hobbies. Au matin, j'étais épuisé mais lucide. J'ai rédigé un email formel à mon propriétaire pour donner mon préavis pour mon appartement. J'ai postulé en ligne pour un permis de conduire de l'Isère. J'ai envoyé des emails aux quelques amis que j'avais maintenus malgré la désapprobation de Sophie, les informant que je déménageais. Chaque action était un pas de plus loin du gâchis qu'elle m'avait laissé, une récupération de mon indépendance. Mais même alors que j'avançais, la présence de Sophie persistait comme un fantôme. Son avocat a envoyé un autre email, plus exigeant que le premier, insistant sur le fait que j'avais des obligations légales et morales concernant l'achat de la maison. Je l'ai transmis à un ami avocat sans répondre. Les mots de son père, je lui ai dit de ne pas faire ça, continuaient de résonner dans mon esprit. Qu'est-ce qu'il l'avait exactement mis en garde? Rompre ou la manière dont elle l'avait fait. Il devenait clair que l'image soigneusement construite de Sophie commençait à se fissurer sous la pression. Et je soupçonnais que la révélation de sa liaison avec Antoine n'était pas le seul secret sur le point d'être révélé. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus dramatiques, ma banque a appelé le lendemain matin. Pas un message automatisé, mais un véritable spécialiste de la prévention de la fraude. Apparemment, quelqu'un avait tenté de retirer la totalité des 20 000 € du compte d'épargne commun pour le mariage à 23h37 la veille au soir. La transaction a été signalée comme suspecte car elle tentait de transférer tous les fonds vers un compte courant privé sous le nom de Sophie uniquement. J'ai immédiatement gelé le compte et demandé les enregistrements de toutes les tentatives d'accès récentes. Pendant que j'étais encore au téléphone avec le représentant de la banque, mon email a pingé avec un nouveau message. Objet, urgent concernant les fonds du mariage. C'était de Rebecca Goldstein, l'avocate de Sophie. Monsieur Thompson, ma cliente est préoccupée par les fonds détenus sur le compte d'épargne commun pour votre mariage maintenant annulé. Comme elle a effectué plusieurs paiements sur ce compte et payé plusieurs fournisseurs directement, elle estime avoir droit à récupérer une part importante. J'ai regardé l'email, incrédule. C'était une fabrication complète. J'avais tous les relevés bancaires, tous les enregistrements de dépôt, prouvant que 100% de cet argent provenait de mon compte. Sophie n'avait pas contribué un seul centime. Elle avait toujours gardé son argent séparé, prétendant que c'était plus judicieux financièrement pour elle de gérer certaines dépenses directement. Mais maintenant, elle essayait de voler mon épargne et de prétendre qu'elle en était partiellement propriétaire. J'ai transmis l'email à Théo, qui avait un beau-frère pratiquant le droit de la famille. Sa réponse a été immédiate. Sauvegarde tout. Chaque email, chaque SMS, prend un avocat hier. Alors je l'ai fait. Cet après-midi-là, j'ai consulté Maître Dubois, réputé être l'avocate spécialisée en droit de la famille la plus coriace de Toulouse. Ses honoraires n'étaient pas bon marché, 4 000 €. Mais dès que j'ai expliqué ma situation et qu'elle m'a montré les preuves que j'avais rassemblées, elle a accepté l'affaire. Monsieur Martin, a-t-elle dit avec un sourire qui m'a rappelé un requin. Vous avez été remarquablement retenu compte tenu des circonstances, mais il est temps de vous protéger. Et mademoiselle Dubois tente clairement de commettre une fraude.
Elle a rédigé une lettre de mise en demeure formelle à l'avocate de Sophie ce même jour, incluant tous les relevés bancaires prouvant que l'argent m'appartenait exclusivement, ainsi que des captures d'écran de la tentative de retrait non autorisée. Elle m'a également conseillé de couper complètement le contact avec Sophie et de laisser tout passer par les voies légales appropriées. Ce soir-là, mon téléphone a explosé de notifications. Sophie avait essayé de m'appeler 8 fois de suite. Quand je n'ai pas répondu, elle a commencé à envoyer des SMS. Je n'arrive pas à croire que tu aies pris un avocat. Nous devons en parler comme des adultes. Tu es irrationnel. As-tu gelé le compte? J'ai besoin de cet argent pour les frais d'annulation. Je n'ai répondu à rien. Au lieu de cela, j'ai tout envoyé à Maître Dubois et j'ai bloqué le numéro de Sophie. Le lendemain matin, Julien a appelé à nouveau. Il avait l'air paniqué. Mec, la chose la plus folle vient de se passer au bureau. Sophie a reçu un appel pendant que nous étions en réunion, et elle est sortie en courant comme si elle avait vu un fantôme. 20 minutes plus tard, elle est revenue, a emballé son bureau et est partie. Son patron dit qu'elle prend un congé personnel avec effet immédiat. Que as-tu fait? Je lui ai parlé de ma rencontre avec Antoine, de la comparaison des mensonges à son sujet. Julien a été stupéfait et s'est tu. Sainte Mère. Alors, le type t'a vraiment contacté? C'est waouh, il y a plus, ai-je dit, et j'ai expliqué les allégations de grossesse, les accusations d'abus, tout ça. Merde, a murmuré Julien. Je savais qu'elle pouvait être manipulatrice, mais c'est un autre niveau. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Mike, c'est Rebecca Goldstein, l'avocate de Sophie. J'ai besoin de vous parler directement. J'ai immédiatement répondu que toute communication devait passer par mon avocat, mais elle m'a coupé la parole. Je ne représente plus Mademoiselle Dubois. J'ai démissionné de son dossier ce matin après avoir découvert que ma cliente avait fourni des informations matériellement fausses. Je ne peux et ne serai pas partie prenante de la fraude ou de la diffamation. J'étais sans voix. Son propre avocat l'avait abandonné. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un email de son adresse professionnelle. La ligne d'objet disait simplement « S'il vous plaît ». Contre l'avis de Maître Dubois, je l'ai ouvert. Mike, je sais que j'ai fait de terribles erreurs. Je vois un thérapeute maintenant et je prends des médicaments pour mes problèmes. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Antoine m'a dit que vous vous étiez rencontrés. Je sais comment ça paraît, mais ce n'était pas comme ça. J'étais confuse et effrayée par notre avenir. S'il vous plaît, ne portez pas plainte. Mes parents sont dévastés. Mon travail est en jeu. Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai transféré à Maître Dubois avec la note. Je pense qu'elle réalise enfin que les actions ont des conséquences. La dernière communication est arrivée une semaine plus tard. Pas de Sophie, mais de son père. Il a demandé si nous pouvions nous rencontrer dans un petit parc près de mon appartement. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Monsieur Dubois avait l'air d'avoir vieilli d'une décennie en 2 semaines. Le homme d'affaires confiant avait disparu, remplacé par un père inquiet avec des cernes sous les yeux. Mike, a-t-il commencé, la voix rauque. Je vous dois des excuses, de grosses excuses. Sophie, elle ne va pas bien. Elle a été diagnostiquée avec de sérieux problèmes. Ce n'est pas une excuse pour ce qu'elle vous a fait. Mais je veux que vous sachiez que la personne que vous pensiez connaître, à bien des égards, n'était pas réelle. Il a expliqué que Sophie avait des problèmes de santé mentale depuis l'université, mais avait toujours refusé le traitement. L'image parfaite qu'elle projetait était une façade qui demandait de plus en plus d'efforts pour être maintenue. Nous l'avons convaincue d'entrer dans un programme de traitement résidentiel, a-t-il dit. C'est la seule voie à suivre, mais avant qu'elle ne parte, elle m'a demandé de vous donner ça. Il m'a tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque pour 20 000 €. Le montant exact du fonds de mariage, ainsi qu'une note manuscrite qui disait simplement « Je suis désolé pour la douleur que j'ai causée. Tu méritais mieux. » Nous nous sommes séparés avec une poignée de main maladroite qui s'est transformée en un bref câlin. Alors qu'il s'éloignait, il s'est retourné une fois. Au fait, félicitations pour le poste à Grenoble. Un nouveau départ semble être exactement ce dont vous avez besoin.